Bonjour à tous, vidéo un petit peu chiante aujourd'hui, mais qui devrait intéresser tout le monde, y compris les plus résilients d'entre nous. On va parler des métaux lourds dans le potager. Alors on va voir en premier la définition des métaux lourds. Alors moi je parlerai plutôt d'ETM, mais vous allez voir que c'est plus de la terminologie, mais voilà, on va replacer un petit peu la définition des métaux lourds pour ceux qui ne situent pas bien, ou faire un simple rappel. On va voir ensuite dans nos potagers justement ce qu'il en est de ces métaux lourds en général. On va voir le cas de mon potager à moi avec un exemple, le sulfate de cuivre. Et on verra ensuite en conclusion ce qu'il en est et pourquoi je fais cette vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et ben écoutez, c'est parti. Alors on va commencer avec un petit rappel sur les métaux lourds. Alors pour info, je vous mets dans la description sous la vidéo plusieurs liens sur les sources que j'ai pu utiliser. Alors il n'y a pas tout, mais ça voilà, ça vous permettra d'élargir parce que je ne vais pas non plus m'étendre en détail, mais voilà, il y a pas mal de liens qui ont trait à pas mal de points que j'ai abordés dans la vidéo, où vous pourrez développer si ça vous intéresse, en allant justement chercher les infos à ce niveau-là. Alors donc concernant les métaux lourds, alors tout le monde en a entendu parler, on est concerné au quotidien par les métaux lourds, hein, clairement. Les métaux lourds, si vous voulez vous en passer, vous oubliez votre voiture, hein, qu'elle soit thermique, électrique, peu importe. Plus de voiture, même votre vélo, vous pouvez l'oublier, métaux lourds. Même si vous êtes en roulotte tiré par des chevaux, c'est pareil, il y a un métaux lourd. Hein. Tout ça vous oubliez. Votre habitation avec tout ce qu'il y a dedans, votre système de chauffage, vos meubles, tout ça, métaux lourds. Tout ce qui concerne les vêtements, textiles, métaux lourds, ils sont partout. Et là, normalement, si vous avez suivi, vous êtes à poil, quelque part, au milieu de nulle part. Il vous reste juste votre téléphone pour regarder la vidéo. Regardez-la jusqu'au bout, hein, si vous voulez, hein, mais et après, votre téléphone, c'est pareil, métaux lourds. Voilà. Donc les métaux lourds sont partout dans l'environnement. C'est quelque chose alors qui est en partie lié à l'activité humaine, hein, essentiellement, mais pas que. Il y a aussi une partie on va dire de bioconcentration ou de concentration liée à la géologie du sol. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est essentiellement lié à l'homme. Mais bon, l'homme est quand même clairement responsable de la concentration de ces métaux lourds qui pose un gros problème. Alors la définition des métaux lourds pose un petit problème, c'est qu'on n'a pas de réelle définition en fait. Ça englobe un petit peu de tout. Alors il est plutôt convenu qu'on prenne un bout du tableau périodique et que tous les métaux qui sont à plus de, je crois que c'est 4000 kg ou 5000 kg au mètre cube. Et justement, voilà, ça dépend. Il y a des fois, on va prendre un certain seuil, des fois, hein, on englobe là-dedans des métaux comme le mercure qui sont hyper toxiques dès le premier soupçon d'atome de mercure, quelle que soit sa forme, et on met sur le même plan des oligo-éléments comme le zinc. On va rajouter des métalloïdes, du coup, qui sont pas des métaux, mais qui sont aussi des toxiques. On oublie ou on inclut ou pas, du coup, l'aluminium et le fer. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Donc moi, je parlerai plus d'ETM, c'est ce qu'on appelle les éléments traces métalliques ou métaux, qui vont être plus simples et plus polyvalents. Et la définition des ETM ou des éléments traces tout court, parce que ça ne concerne pas forcément que les métaux, c'est simplement de considérer qu'un élément qu'on trouve en trace dans le sol, à partir d'un certain seuil minime, devient toxique. Et donc sous cette appellation qui est beaucoup plus polyvalente, on peut justement mettre à la fois le mercure, à la fois des choses comme l'arsenic, à la fois des choses comme le fer, comme l'aluminium, comme le zinc, comme le cuivre. Voilà, tout passe là-dessous.
parce que tout ça, ce sont des éléments qui, en traces assez infimes dans l'environnement, vont présenter des traces de toxicité, alors après qui peuvent être variables, hein, suivant que ce soit du végétal, de l'animal, et même après en interne, certains végétaux vont être plus touchés et d'autres moins, mais voilà, le principe c'est ça. Alors dans nos potagers du coup, l'origine des métaux lourds, elle va être sur plusieurs niveaux. Le niveau principal, ça va être la concentration naturelle en fait du sol, hein. Et ça c'est lié, c'est ce qu'on appelle le fond géologique, ça c'est lié directement à l'endroit où vous habitez et à la nature du type de sol. Si vous êtes sur un sol plutôt calcaire, si vous êtes sur un sol plutôt granitique, hein, moi c'est mon cas, je suis sur l'actuel massif armoricain, qui est plus très massif pour le coup, mais il nous reste le plateau du massif armoricain qui va être schisteux ou plutôt granitique. Alors ici on est plus sur la partie granit, mais voilà, moi c'est ce qui définit mon fond géologique par rapport à la teneur en métaux lourds. La deuxième source de métaux lourds ou d'ETM dans nos potagers, ça va être tout ce qui concerne les retombées atmosphériques. Alors ça, nous, on est directement responsable de ça, hein, pas forcément individuellement, mais tous collectivement en tout cas, et ça représente une part non négligeable, donc ça va concerner tout ce qui est lié à l'activité industrielle, tout ce qui est lié à l'activité automobile, tout ce qui est lié au chauffage, que ce soit le chauffage individuel ou des grosses centrales à charbon. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va être plus ou moins variable. C'est sûr que si vous êtes dans les vents portants d'un gros complexe industriel qui a relâché ou qui continue à relâcher des doses de métaux lourds, là on peut arriver à des taux assez délirants pour l'environnement. Si vous êtes plutôt en bord de route, là vous allez être concerné par le plomb, hein. Il y a des intoxications ou en tout cas des pollutions au plomb plus importantes par rapport à la situation si vous êtes proche d'une voie de circulation. Donc voilà, toutes ces retombées atmosphériques vont contribuer de manière assez importante. C'est pareil, je vous mets les chiffres ici. Et puis pareil, hein, retournez voir en dessous si vous voulez avoir plus de détails, mais voilà, ça c'est une source aussi assez importante. Alors une dernière grosse source d'apport de métaux lourds ou d'ETM dans nos potagers, ça va être notre activité anthropique propre à nous, dans nos potagers, liée à nos pratiques hein, directement. Ça va concerner tout ce qui est fumier, tout ce qui est compost, tout ce qui est les engrais, les pesticides, les supports de culture, voilà, tout ce qu'on peut mettre dans nos potagers, tout ce qu'on va utiliser et qui va influencer sur ce taux de métaux lourds et de TM. Concernant maintenant mon potager, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut représenter dans mon potager? J'aimerais bien le mesurer et avoir des notions de proportion, voilà, et voir un petit peu ce que ça donne en chiffres. Alors moi je vous le rappelle, j'ai un potager qui fait 120 mètres carrés, puis j'ai une serre qui me protège de la pluie là actuellement, qui fait un peu plus de 20 mètres carrés. Donc je compte 20 pour la serre et puis 120 pour le potager. Et du coup j'ai voulu faire ces calculs pour quelque chose que j'amène tous les ans dans mon potager. C'est du fumier. Là en l'occurrence c'est du fumier bio qui est livré par mon voisin qui est en bio. Et pour ce que j'ai fait ponctuellement cette année avec ma pulvérisation de bouillie bordelaise sur les tomates. Et du coup, je me suis dit, je vais calculer déjà la quantité de cuivre qu'on a là-dedans, ce que ça amène. Et j'ai trouvé 3,6 grammes de cuivre dans la bouillie bordelaise. J'ai mis 18 grammes de bouillie bordelaise proprement dit. Et on est à 20% là-dedans de cuivre. Bon, voilà, ça fait 3,6 grammes de cuivre, équivalent cuivre métal ou cuivre ion. Je ne sais pas comment c'est calculé, mais bon, les deux ça change pas grand-chose au final. Et ça donne ça, voilà. Ça fait à peu près 3,6 grammes de cuivre. C'est du fil électrique, vous voyez, ça fait un petit bout, hein, c'est pas rien. Ça fait un petit paquet. Et après, je l'ai calculé pour le fumier, et là, je l'ai recalculé plusieurs fois parce que je trouvais un truc carrément
carrément bizarre, je suis arrivé à 11,2 grammes, ça fait ça. Voilà, donc mon fumier tous les ans m'amène ça de cuivre. Et mon traitement, la bouillie bordelaise, j'avais pas mis de bouillie bordelaise dans mon potager depuis 3 ans. Euh, voilà, je suis arrivé à ça. Euh, voilà, moi j'ai été carrément surpris. Franchement, je ne m'attendais pas vraiment à ce résultat-là. Alors, vous pouvez faire les calculs chez vous, hein, ça, en proportion, vous aurez vos propres chiffres. Et ensuite, du coup, j'ai voulu comparer cette quantité de cuivre que j'amenais moi dans mon potager par rapport à mon fond géologique. Alors mon fond géologique ici en Bretagne, il est de 20, on est en milligrammes, 20 milligrammes par kilo de terre. On compte les kilos de terre sur les 30 premiers centimètres. Et on mesure le cuivre sur les 30 premiers centimètres sur un kilo de terre. Donc on est à 20 milligrammes. Et voilà, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça change ça à mon fond géologique que j'ai naturellement dans mon jardin, et ça par rapport à mon fond géologique. Je vous le donne en pourcentage, hein, simplement, parce qu'en chiffres ça n'a pas vraiment de sens. Mais en gros, ça m'augmente mon fond géologique d'à peu près 1%. Par rapport à mes 120 mètres carrés et à la quantité que j'y mets, voilà, ça me fait à peu près 1%, pardon, 1% de cuivre en plus dans mon potager. Et ça que j'ai mis dans la serre, alors moi je suis parti du principe que tout ne restait pas dans la serre, et j'ai considéré qu'il y avait 30% qui allait rester dans la serre et 70% qui allait passer dans le compost. Ou pas cette année, parce que vu que c'est plein de milieux, ça va peut-être aller dans le deuxième compost, mais à un moment ça finira dans mon potager. Et donc voilà, cette augmentation avec mon ratio là, 30% dans la serre et 70% dans le potager, ça correspondait à ce qui reste en serre augmente mon fond géologique de 0,6% à peu près. Et ce qui va aller dans le potager, comme on n'a pas la même surface, c'est moins impactant, ça augmente le fond géologique de 0,2%. Donc voilà, les chiffres sont à prendre tels quels, hein. Je ne vous fais pas de commentaires sur les chiffres, je vous les donne simplement comme ça. Ça permet de replacer un petit peu les proportions réelles de ce qu'on amène, parce que c'est vrai que souvent on parle comme ça, mais on ne sait pas en fait en proportion, en idée, on ne sait pas ce qu'on amène. Alors une autre chose que j'ai voulu calculer, du coup, dans mon cas, alors là plus spécifiquement sur la quantité de bouillie bordelaise que j'avais pu mettre dans ma serre, c'était ce que ça représentait par rapport à la dose bio. Alors la dose bio, aujourd'hui, elle est à 4 kg à l'hectare. Je dis aujourd'hui parce que c'était pas le cas, ça a changé en 2019, jusqu'à 2019 on était à 6 kg à l'hectare. Et avant, je sais plus, mais plus hein, forcément, et donc ça c'est en bio. Est-ce que ça va rester à 4 kg à l'hectare? Il semblerait que non, on va peut-être arriver à 0 en fait, ou on n'en mettra plus du tout. Ceci dit, c'est pas encore fait, hein, parce que c'est autant pour nous, la perte de nos tomates, ça reste triste, mais bon, d'un point de vue économique, on arrive à s'en remettre. Par contre, pour les professionnels qui sont en bio, la bouillie bordelaise, quels que soient les modes de culture qui nécessitent d'en utiliser, c'est assez, voilà, ça reste assez compliqué de s'en passer. Certains le font, hein, ça dépend des cultures, et puis ça dépend aussi des endroits où on se trouve, donc voilà, mais ça reste plus délicat. Donc moi je ne vais pas aborder nous on fait du potager en loisir, on n'est pas des professionnels, donc la problématique n'est pas du tout la même. Mais donc voilà, la législation en bio c'est 4 kg à l'hectare, et je voulais voir combien ça représentait. Alors du coup, si je compare la dose de cuivre que j'ai pu mettre dans ma serre, ou dans mes 30% de serre et mes 70% de jardin, toujours sur le même principe, par rapport aux 4 kg à l'hectare. Alors, les 4 kg, c'est pas de la bouillie bordelaise, hein, c'est 4 kg de cuivre. Donc on compare évidemment la quantité de cuivre et pas les quantités de bouillie bordelaise, parce que les pourcentages de cuivre dans les bouillies bordelaises sont pas forcément toujours les mêmes. Mais donc si on compte que le cuivre, parce que c'est le cuivre qui pose problème, on est à 4 kg hectare. Et donc pour en revenir à ma serre, ça correspondait à peu près 13% de la dose bio dans ma serre, et dans le potager du coup ça fait encore
beaucoup moins, c'est presque, on doit tomber à 0,05%, donc ça fait du coup, ça commence à faire vraiment pas beaucoup. Ce qui veut dire que j'aurais pu faire 7 fois le traitement que j'ai fait là dans ma serre, en étant toujours en dose bio. Ça permet quand même de se rendre compte, ça fait beaucoup, hein. Enfin moi je trouve que c'est beaucoup. J'avais déjà l'impression d'en avoir mis beaucoup, mais là pour le coup je trouve que ça fait quand même vraiment beaucoup. Donc ça c'est pour les tomates, mais là où ça devient intéressant, c'est quand on compare en fait les grilles, moi c'est ce que j'ai mis, hein, mais quand on compare les grilles qui sont données sur le paquet, si on fait la même chose mais pour des pommes de terre où la dose est 4 fois supérieure, vous faites une dose en pleine terre dans votre potager, vous êtes à 125% de la dose bio. Donc en une dose de traitement pommes de terre, qui reste pour le coup dans votre potager, hein, là il n'y a pas d'histoire serre et potager, hein, tout reste en place. Là on dépasse la dose en fait. Donc les doses, hein, qui sont données sur les paquets de bouillie bordelaise sont pas, enfin en tout cas moi pour celui que j'avais, sont pas des doses bio, hein. On vous donne en référence un tout petit canastérix, on vous dit que c'est compatible bio, on vous donne la dose bio en tout petit dans un coin. Par contre, les tableaux de doses sont pas forcément bio, ou en tout cas ils sont pas faits clairement dans le sens de dire attention, là on dépasse la dose bio, ce qui est en soi ce qui est normal, hein, parce que c'est pas non plus voilà, la législation bio, elle est pour les gens qui font du bio. Nous dans nos potagers en fait quelqu'un qui veut mettre 10 kg de bouillie bordelaise par an, il n'y a aucune loi qui l'en empêche. Donc voilà, mais par contre voilà, faut faire attention, les doses données sur les paquets, voilà, ça a vite fait de dépasser les doses prescrites en bio. Du coup, une chose à laquelle il faut faire un petit peu attention quand on utilise ces produits, c'est le pulvérisateur que vous allez utiliser. Moi j'ai un pulvérisateur qui est nul, qui fait des grosses gouttes partout. Et du coup, pour mettre ce type de produit, vous en mettez, mais ouais, moi j'en ai mis 2 fois trop, parce que mon pulvérisateur n'était pas adapté. Il faut plus un brumisateur qui va vous permettre de mettre une pellicule partout. Moi le machin, mon truc il me crache des gouttelettes partout. Vous savez, mes tomates elles sont toutes bleues par endroits, parce qu'en fait il mouille trop, il n'est pas, voilà, il n'est pas adapté. Donc le fait d'avoir du bon matériel, ça permet aussi de réduire la dose. Ouais, je vais pas vous dire par rapport à ce que moi j'ai mis, j'aurais pu diviser la dose par 2 ou par 3 pour, je pense, le même résultat. Parce qu'au final, je me retrouve avec mon sulfate de cuivre sur une feuille complète, concentrée dans les 5% de la feuille. Et dans les 5% de la feuille, j'ai peut-être 60% de tout mon traitement qui est dans les petits bouts de feuille là. Donc j'ai surtraité une partie et sous-traité une autre. Bon, après concernant le cuivre, c'est pas systémique le cuivre, hein, c'est quelque chose qui rentre pas dans la plante, ça reste en surface, donc ça va pas, voilà, ça va pas polluer vos tomates, ça va pas les rendre impropres à la consommation, mais voilà, hein, un bon pulvérisateur permet de mettre une dose beaucoup moins importante de produit. C'est valable pour la bouillie bordelaise, parce qu'on parle là de la bouillie bordelaise, mais si vous utilisez du savon noir ou des purins quelconques, le résultat est à peu près le même. Bon alors voilà, alors en conclusion, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors c'est pas du tout pour faire l'apologie de la bouillie bordelaise, hein, si par principe, idéologie, croyance, vous ne mettez pas de bouillie bordelaise, moi je suis plutôt comme ça, hein, bouillie bordelaise c'est pas mon truc, hein. Ne changez rien, ne mettez pas de bouillie bordelaise, hein. C'est pas pour vous convaincre et vous dire ah vous voyez il faut mettre de la bouillie bordelaise, absolument pas. C'est simplement pour on a tous en plus nos idéologies, nos croyances là-dessus, moi j'ai pas de soucis, hein. C'est plus pour repositionner un petit peu voilà, la bouillie bordelaise par rapport à ce qu'on peut lire et entendre sur internet, où c'est comme plein de choses assez souvent tout blanc ou tout noir, alors qu'en fait il y a des nuances, y compris pour la bouillie bordelaise. Et contrairement à ce qu'on peut lire, hein, on lit et on entend souvent la bouillie bordelaise ça tue le sol.
Alors c'est vrai, ça tue le sol si on dépasse complètement les doses et si on en arrive à des pratiques extrêmes comme on a eu, hein, et comme il y a encore, hein. Après moi je sais pas, je suis pas dans les doses de ce que certaines pratiques agricoles permettent de faire, mais voilà, là, il y a eu des pratiques extrêmes, et du coup on ne retient que ça en fait. Et effectivement là on est dans des pratiques complètement anormales qui polluent les sols. Là-dessus il n'y a aucune remise en cause possible. Voilà, c'est pas le but de la vidéo de remettre ça en cause. C'était simplement justement de revenir à une pratique plus normale, plus mesurée et plus raisonnée, celle qui est faite en bio, hein. Les gens qui font du bio sont pas des fous, hein. Et de bien comprendre qu'en fait, quand on utilise la bouillie bordelaise à des doses très réduites, on ne tue pas le sol et on s'intègre dans un cycle du sol qui fait que on ne pollue pas son sol comme on peut le lire dans certains propos de personnes qui, soit dit en passant, ne vérifient même pas ce qu'ils colportent. Bon, après c'est le jeu d'internet et des réseaux sociaux, hein. Je le sais bien, mais voilà, du coup moi c'est un peu le coup de gueule, je sais pas, mais c'était la remarque chiffrée, du coup étayée, pour un petit peu voilà, mettre les choses au clair vis-à-vis de la bouillie bordelaise. Concernant les fumiers qui apportent, vous voyez, au final plus de cuivre que ce que j'ai pu mettre, moi en tout cas, par rapport à ma quantité de bouillie bordelaise, continuer à utiliser des fumiers, des composts et tout ça, hein. Mais vous voyez, à aucun moment il viendrait à l'esprit de quelqu'un de vous dire oh bah non, non, attention, arrête le fumier, le cuivre va polluer ton sol. À aucun moment, parce qu'en fait, ça c'est des éléments qu'on connaît pas trop et sur lesquels on se penche pas trop. Mais quand on compare et quand on regarde, voilà, ça permet de remettre les choses en proportion et de savoir un petit peu ce qu'il en est voilà, réellement. Bon bah voilà, alors fin de cette vidéo du coup un petit peu hors potager, mais quand même dans le contexte du potager, hein, mais là pour le coup on n'est pas à filmer le potager, à regarder les légumes. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires de bouillie bordelaise. Vous avez comme moi quand même été surpris, hein, parce que vous voyez les chiffres, bah moi je m'attendais pas du tout à ça. J'avais pas les proportions et bon, est-ce que ça me rassure? Je sais pas, c'est pas forcément la question. Est-ce que je me doutais qu'on était là-dedans? Un peu quand même. Je savais en tout cas que le cuivre n'était pas quelque chose qui tuait le sol systématiquement dès le premier atome de cuivre. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les métaux lourds, les ETM. C'est quelque chose qui est peu éliminé par le sol, mais là encore, ça dépend vraiment de la nature de votre sol. Ça dépend du pH de votre sol, ça dépend si, voilà, si vous êtes sur un sol plutôt argileux, limoneux ou sablonneux, bah c'est pas voilà le cuivre ne va pas se répartir de la même manière. Ça dépend aussi du type de cuivre qui est apporté. Voilà. Vous avez à l'extrême, pour finir là-dessus, des sols qui sont carencés en cuivre, dans lesquels il faut remettre du cuivre. Alors pour le coup, on met ce qu'on appelle du cuivre EDTA, qui est un cuivre chélaté, qui est assimilable par les plantes. Mais vous voyez, le cuivre n'est pas un poison, c'est utilisé aussi en complément alimentaire dans les fermes pour les animaux quand il y a des carences par rapport à la nourriture qui ne comporte pas assez de cuivre. Donc voilà, de là, voilà, toujours essayer quand même de remettre un peu de chiffres, hein, moi j'aime bien. Donc voilà, je sais pas si ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'en ferai peut-être d'autres, hein, parce que il y en a d'autres comme ça, on peut en faire pas mal hein, concernant le potager. Mais en tout cas, voilà, moi ça me tenait à cœur de parler de ça. Et de le partager avec vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.